Donc là, voilà, l'enrichissement a débuté. Donc, voici le programme qu'on va suivre pendant la formation. Donc, on va d'abord aborder les bases du trading. Je vous dis, c'est quoi le trading? Et c'est quoi les devises, broker, pips, les paires de devises, spread, l'eau, tout ce qui est comme base. C'est bon? Et après les bases, on va voir le money management. C'est bon? Comment est-ce que vous gérez votre capital lorsque vous tradez? On va aussi voir la psychologie. Quel est votre état d'esprit lorsque vous tradez? Est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous ressentez des émotions? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes discipliné, gourmand, patient, tout ça? Alors, après, on va installer l'état 4 sur vos téléphones et ordinateur. Avant d'entrer un peu dans les choses techniques, comme les figures chartistes, voilà, support résistance, on va voir ça juste pour voir, sinon, on n'en avait pas besoin. Voilà. On va voir aussi les ordres blocs, c'est-à-dire tout ce qu'on va voir après sera des éléments techniques en fait, qui nous permettront de trader efficacement. C'est bon? Permettront de faire des trades gagnants sur les marchés financiers. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je partage. Donc, déjà, vous devez comprendre que quand on parle de trading, il y a quand on parle de trading, il n'y a rien de compliqué en fait. Donc, vous devez voir le trading comme du commerce. J'espère que tout le monde me reçoit bien actuellement. Abdul Karim, il faut désactiver ton micro. Voilà. Donc, le trading, c'est un peu comme du commerce. C'est bon? Exactement comme du commerce. Et je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. C'est comme si vous arrivez dans un marché. Est-ce que vous voyez mon écran blanc actuellement? À chaque fois que je vous pose des questions de ce genre, il faut me le notifier dans le chat. C'est bon? Si vous voyez le partage d'écran, il faut me faire signe. Là, j'ai partagé un écran blanc, un tableau blanc en fait. C'est bon? Voilà, super, salon Léonel. Donc, je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre le trading de façon simple. Donc, imaginez que vous êtes dans un marché de, disons, de téléphone. C'est bon? Voilà. Vous êtes dans un marché de téléphone. Et dans ce marché de téléphone-là, on vous dit que le prix, disons que c'est une seule marque de téléphone, un Samsung comme ça, c'est bon? Ou bien en disant iPhone, un iPhone 12, c'est bon? Et on vous dit que le prix de l'iPhone 12, ça varie. C'est-à-dire que vous êtes dans un marché de iPhone 12. Voilà, on va prendre une seule marque de iPhone 12. Et on vous dit que le prix de l'iPhone 12 varie en fait, c'est bon? Donc, deux fois, le prix peut être de 1 million et deux fois, ça peut monter jusqu'à 1 500 000. Deux fois, ça peut revenir à 500 000. Et deux fois, ça peut descendre même jusqu'à 200 000. C'est bon? Donc, le prix de l'iPhone varie. Ça monte, deux fois ça descend. Aujourd'hui, ça y est à 200 000. Demain, ça part à 500 000. Après, ça revient par exemple à 300 000. Après, ça monte. Vous voyez? Après, ça monte jusqu'à par exemple 600 000. Ça revient par exemple à comment on appelle?
à 500 000 comme ça monte jusqu'à 1 500 000, après ça revient à 100 000. Donc, le prix de l'iPhone 12 hausse et baisse. Et vous voulez vous faire de l'argent sur la variation du prix de l'iPhone 12. Vous savez que le prix de l'iPhone 12 varie et vous voulez vous faire de l'argent sur le prix, sur la base de cette variation en fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il y a deux manières pour vous de vous faire de l'argent sur cette variation. Le prix de l'iPhone 12, de fois ça monte, de fois ça baisse. Vous pouvez vous faire de l'argent dans la hausse du prix de l'iPhone 12, tout comme vous pouvez vous faire de l'argent aussi dans la baisse du prix de l'iPhone 12. Pour le premier cas, qui est la hausse, comment vous faire de l'argent dans la hausse du prix de l'iPhone 12? Si aujourd'hui, le prix d'un iPhone 12 est de 200 000 et vous avez analysé le marché, trouvez que demain, le prix de l'iPhone va aller à 500 000. Qu'est-ce que vous allez faire sur le champ? Vous allez acheter. Vous allez faire quoi? Vous allez acheter. Vous allez faire un achat de l'iPhone 12 aujourd'hui, quand le prix est à 200 000. Et lorsque demain, le prix va hausser jusqu'à 500 000, vous allez vendre. Et sur ce coup-là, vous allez faire un bénéfice de 300 000 francs. C'est bon? C'est-à-dire, vous avez analysé et trouvé que le marché, c'est-à-dire le prix de l'iPhone 12, va hausser. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter. Et après, lorsque effectivement, selon votre analyse, le prix a réellement haussé, vous allez vendre à un prix plus haut et vous allez vous faire du bénéfice. Dans ce cas-là, c'est les 300 000 francs. L'autre manière, c'est-à-dire de vous faire de l'argent sur cette variation du prix de l'iPhone, c'est dans la baisse. C'est bon? Dans la baisse du prix de l'iPhone. Donc, supposons qu'actuellement, vous avez un iPhone 12. C'est bon? Et que cet iPhone 12 là coûte 600 000 francs. Mais vous avez analysé le marché de l'iPhone 12. Et selon votre analyse, demain, le prix de l'iPhone 12 risque de chuter. C'est bon? Le prix de l'iPhone 12 risque de chuter jusqu'à combien? 200 000. Sur le champ, qu'est-ce que vous allez faire? Pour vous faire de l'argent sur cette baisse du prix de l'iPhone. Vous allez vendre l'iPhone que vous avez. C'est bon? Vous allez vendre l'iPhone que vous avez. Et lorsque demain, selon votre analyse, le prix de l'iPhone 12 va effectivement baisser, c'est-à-dire il va quitter de 600 000 à 200 000, vous allez racheter le même iPhone 12 que vous avez vendu hier à 600 000, vous allez le racheter à 200 000. Donc, l'iPhone 12 que vous avez vendu hier à 600 000, vous le rachetez à 200 000. C'est bon? Donc, comme vous pouvez le remarquer, sur ce coup-là encore, ce coup-là, vous avez fait un bénéfice de 400 000. Donc, vous comprenez facilement que vous avez la possibilité de vous faire de l'argent dans la hausse du prix de l'iPhone, tout comme vous avez la possibilité aussi de vous faire de l'argent dans la baisse du prix de l'iPhone. C'est bon? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que les iPhones prennent de la valeur? Qu'est-ce qui fait en sorte que
ça perd de la valeur. C'est-à-dire l'iPhone 12 que vous avez actuellement là, qu'est-ce qui fait en sorte que des fois ça monte jusqu'à 600 000? Qu'est-ce qui va faire en sorte que des fois ça descend jusqu'à 200 000, jusqu'à 100 000 et remonter à 1 million? C'est dû à la disponibilité de ce qu'on appelle du produit sur le marché. Si il y a beaucoup de gens qui vendent l'iPhone 12, c'est-à-dire si l'iPhone 12 est vraiment disponible sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Le prix de l'iPhone sera en baisse, sera faible, parce que c'est là. Donc, tout le monde, du coup, tout le monde va essayer de casser le prix pour vendre moins cher, pour avoir plus de clients. Donc, s'il y a les iPhones qui sont, il y a des iPhones disponibles sur le marché en quantité, et le prix de l'iPhone va automatiquement baisser. C'est bon? De la même manière, si les iPhones deviennent rares, si l'iPhone 12 en question devient rare sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, si, imaginez que tout le monde cherche à acheter l'iPhone 12. Tout le monde cherche à acheter l'iPhone 12, c'est bon? Du coup, l'iPhone 12 va devenir rare. L'iPhone 12 est rare sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont hausser, forcément, c'est bon? Et quand les prix vont hausser, voilà, c'est ça en fait qui fait en sorte que le prix va hausser. Est-ce que vous comprenez? Le fait que l'iPhone 12 soit rare sur le marché, qu'il y ait des gens qui veulent acheter, c'est ça qui va faire en sorte que le prix de l'iPhone 12 va monter. Donc, c'est en fonction de la disponibilité de l'iPhone que vous pouvez, comment on appelle, c'est en fonction de la disponibilité de l'iPhone que le prix de cet iPhone en question-là monte, descend, monte, descend. C'est bon? Donc, l'exemple que je viens de prendre pour l'iPhone, ça peut être le cas pour des cahiers, ça peut être le cas pour des bics. C'est bon? Alors, le prix du bic, ça monte, ça baisse. Vous êtes dans un marché où le prix d'un bic monte, baisse, monte, baisse. C'est bon? Vous voulez vous faire de l'argent dans la hausse, vous allez acheter et vendre lorsque le prix sera plus haut. Vous voulez vous faire de l'argent dans la baisse, vous allez vendre le bic que vous avez et le racheter. C'est bon? Qu'est-ce qui fait en sorte que le prix des bics hausse, baisse, c'est en fonction des disponibilités des bics sur le marché. S'il y a beaucoup de bics sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va essayer de casser son prix pour voilà, pouvoir avoir le plus de clients. Mais si les bics deviennent rares sur le marché, automatiquement, voilà, le prix des bics va faire quoi? Le prix des bics va hausser. C'est bon? Maintenant, imaginez qu'il y ait quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est bon? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est vraiment riche. Donc, à la base, pour savoir si le prix des bics ou bien des iPhones va hausser ou baisser, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez analyser. C'est bon? C'est-à-dire qu'il y aura quand même des techniques d'analyse qui sont là, que vous allez utiliser pour analyser le marché des bics, pour savoir si, voilà, dans les heures qui suivent, ou bien dans les jours qui suivent, ou bien dans les semaines qui suivent, est-ce que le prix des bics va hausser ou baisser? Et vous allez agir dans ce sens. Si votre analyse vous dit que le prix des bics va hausser, alors vous allez acheter les bics pour après vendre à un prix plus haut. Si votre analyse vous dit que le prix des bics va baisser, alors vous allez faire quoi? Vous allez vendre pour acheter à un prix plus bas et vous faire du bénéfice. Voilà. Maintenant, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui a beaucoup d'argent, comme ce bonhomme que j'ai dessiné ici, là. Et il a beaucoup d'argent au point de s'acheter 90% des bics sur le marché. Donc, il a tellement d'argent qu'il peut acheter 90% des bics sur le marché. Du coup, qu'est-ce qui va se passer quand il va acheter les 90% des bics? Quand il va l'acheter, acheter cette quantité de bics, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, le prix des bics va hausser parce que les bics vont se faire rares. Les bics vont se faire rares parce qu'il en a acheté en grande quantité, il ne reste plus que 10%. Donc, les bics vont se faire rares. Et si les bics se font rares, qu'est-ce qui va se passer? Le prix des bics va hausser.
prix des BIC va hausser. Parce qu'il a acheté 90%, donc du coup, il n'y a plus beaucoup de BIC disponibles sur le marché. Et donc, voilà, le prix des BIC va commencer à monter. Et du coup, lorsque les BIC vont se faire rares, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Le prix des BIC va hausser. Et après que le prix des BIC est haussé, qu'est-ce que lui a la possibilité de faire? Il a la possibilité maintenant de ressortir la quantité de BIC qu'il achète. Supposons que quand il achetait, le prix d'un BIC était à 200 francs. C'est bon? Et il a acheté 90% de BIC. Et en achetant 90% de BIC, les BIC deviennent rares et le prix d'un BIC monte jusqu'à 500 francs. C'est bon? Et après, lui, il a la possibilité de faire quoi? De ressortir les 90% de BIC qu'il a acheté là et de vendre au prix de 500 francs. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a beaucoup d'argent, il a acheté une grande quantité de BIC pour faire hausser le prix des BIC. Et après, lui, il ressort et il vend chaque BIC à 500 francs. Cette personne-là qui a acheté 90% des BIC, on l'appelle manipulateur de marché. On dit qu'il a manipulé le marché des BIC. C'est bon? Il a manipulé le marché des BIC pour se faire de l'argent. Donc, c'est un manipulateur de marché. Dans le monde du trading, cette personne va s'appeler market maker. C'est bon? Cette personne va s'appeler market maker dans le monde du trading. Donc, imaginez que vous, particulier, vous ne savez pas que cette personne qui a beaucoup d'argent et qui intervient en même temps que vous dans le marché là existe. Vous ne savez pas qu'il existe. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toujours essayer d'utiliser les connaissances que vous avez, les méthodes d'analyse que vous avez. Vous allez toujours essayer de vous servir de ces méthodes d'analyse-là pour chercher à acheter ou bien vendre des BIC. C'est bon? Vous allez analyser avec les méthodes d'analyse simples que vous avez appris pour décider d'acheter ou bien de vendre les BIC, pour chercher à faire votre bénéfice. Mais si vous ne savez pas, mais cette personne qui intervient et qui vient acheter 90% de BIC, lui, il s'en fout de ces méthodes-là. Est-ce que vous voyez? Lui ne va pas chercher à savoir si votre analyse vous dit que c'est le bon moment d'acheter ou bien c'est le bon moment de vendre. C'est bon? Lui, il vient et il achète. Et du coup, au moment où il achète, où il achète, vous voyez que ça casse complètement, ça détruit complètement votre analyse. Surtout que vous ne savez même pas qu'il existe. C'est bon? Et vous dites complètement votre analyse. Du coup, vous allez vous mettre à faire quoi? À faire des transactions qui ne vont pas marcher. Par exemple, vous allez acheter le prix, vous allez vous servir d'une connaissance, d'une méthode pour acheter, qui vous dit d'acheter, et vous achetez, et après, qu'est-ce qui se passe? Le prix commence à baisser. Ou bien, vous vendez et le prix commence à monter. Et là, vous faites une perte et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous perdez. Vous recommencez encore et vous perdez. Vous recommencez encore, vous perdez. Et dans 90% des cas, vous perdez. Et après, vous dites que ben, ce business ne marche pas. C'est bon? Mais ce que vous ignorez, c'est que ça ne peut pas marcher en fait. Parce que tant que vous allez toujours ignorer l'existence de quelqu'un qui est derrière pour manipuler le marché, vous allez toujours faire des pertes. Vous allez toujours chercher à être logique. Et c'est ça qui va vous amener à faire des pertes. Maintenant, imaginons la situation où vous êtes au courant que ce gars-là existe. Et mieux encore, vous savez quand est-ce qu'il vient acheter. Et vous savez aussi quand est-ce qu'il va sortir la quantité de BIC qu'il a acheté là pour vendre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus chercher à vous servir des connaissances simples que vous avez apprises. Vous allez chercher maintenant à faire quoi? À faire comme lui. C'est-à-dire qu'au moment où
il va venir pour acheter, si par exemple le prix des BIC est à 200 francs l'unité, au moment où il va venir pour acheter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aussi acheter les BIC en même temps que lui. Vous allez aussi acheter en même temps que lui. Et vous attendez. Et vu qu'il a acheté 90% des BIC, qu'est-ce qui va se passer? Le prix des BIC va hausser. Le prix des BIC va hausser jusqu'à, par exemple, 500 francs. Dû à la manipulation, parce qu'il a manipulé encore. C'est bon? Et là, il va faire quoi? Il va commencer à vendre. Et donc, vous aussi, vous allez savoir, puisque vous savez, vous connaissez maintenant ses agissements. Donc, quand il va commencer à vendre, alors vous aussi, vous allez tranquillement sortir le stock que vous avez acheté. Pas forcément que vous allez acheter, vous avez acheté la même quantité que lui, mais vous allez quand même acheter au même prix que lui. Donc, quand lui aussi va commencer à sortir ses bics pour vendre, alors vous aussi, vous allez commencer à sortir la quantité que vous avez achetée et à vendre au prix du marché. Et en ce moment, vu que le prix du marché est à 500 francs, alors vous aussi, vous allez en vendre à 500 francs. Marchandise que vous avez achetée au prix de combien? Au prix de 200 francs. Donc là, vous voyez que, contrairement au premier cas, où vous n'étiez même pas au courant, vous étiez complètement ignorant de son existence, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de suivre tout ce que lui fait en fait. S'il achète, vous achetez. S'il vend, vous vendez. C'est bon? Donc, vous n'êtes pas un manipulateur de marché. Vous n'avez pas la possibilité d'acheter 90% de la marchandise sur le marché, mais vous avez la possibilité d'acheter au même moment où cette personne qui a la possibilité d'acheter 90% achète. Et vous avez la possibilité de vendre au même moment que lui, il vend. Donc, du coup, vous n'êtes pas un manipulateur de marché, mais vous suivez ce que les manipulateurs de marché font. C'est bon? C'est comme des requins, en fait, qui nagent, et vous, vous êtes un petit poisson. Mais vous nagez quand même avec les gros poissons. C'est bon? Donc, du coup, votre trading va commencer à devenir quoi? À devenir meilleur. Vous allez commencer à faire des résultats meilleurs, en fait. Parce que vous n'allez plus chercher à trader comme, vous n'allez plus chercher à agir comme 90% des intervenants. Vous allez chercher à agir comme ceux qui ont beaucoup d'argent, comme les market makers. C'est bon? Donc, ce que je viens d'expliquer, de prendre comme exemple de base, c'est exactement la même chose qui se passe dans le monde financier, sur les marchés financiers. C'est bon? La différence, c'est quoi? La différence entre ce que je viens d'expliquer, c'est le trading résumé en fait comme ça. C'est bon? Trading résumé comme ça. La différence, c'est que sur les marchés financiers, ce n'est pas des bics ou bien des téléphones voilà, que vous allez venir acheter. C'est bon? C'est plutôt des actifs financiers. La différence aussi, c'est que ce n'est pas dans un marché physique comme ça que vous allez aller et commencer à acheter des bics, comme dans le cas de l'exemple. C'est bon? La différence, c'est que le trading, ça va se faire en ligne. C'est bon? Et qu'est-ce que je veux dire par actif financier? Les actifs financiers, ça peut être quoi? Ça peut être des devises. Des devises comme quoi? Comme l'euro, le dollar. Tout ce qui est comme monnaie qui est coté en bourse, en fait. Quand on dit devises, c'est pour parler des monnaies qui sont cotées en bourse. C'est bon? Le franc CFA n'est pas coté en bourse, mais le dollar ou bien le franc sud-africain est coté en bourse. Et du coup, ils ont des valeurs variables, en fait. Valeurs qui varient. Donc, devises, ça peut être l'euro,
peut être le dollar. C'est-à-dire que vous achetez par exemple le dollar à bas prix, c'est-à-dire le dollar, vous achetez le dollar pendant que son prix est par exemple à 580 et vous allez le revendre quand son prix sera à 600 comme ça. C'est bon? Ça peut être le yen japonais, ça peut être le dollar canadien, ça peut être le South African Rand, qu'on va appeler ZAR, qui est le franc sud-africain. Ça peut être le dollar australien, etc. Tout ce qui est comme devise. Donc, actifs financiers aussi, ça peut être des indices. Des indices comme le Nasdaq, le CAC 40, etc. Actifs financiers aussi, ça peut être quoi? Des actions. Les actions des entreprises comme Facebook, Microsoft, Tesla, etc. Tesla, Netflix et tout ce que vous voulez. Ça peut être des matières premières, comme l'or, le coton. L'or, comme le coton aussi. C'est bon? Ça peut être des crypto-monnaies, comme le BTC. Donc, ça peut être le café, ça peut être le cacao et tout. C'est bon? Et votre rôle, c'est exactement, ça se passe exactement comme dans le cas des BIC que j'ai pris, l'exemple des BIC. Vous venez, vous analysez le marché d'un actif, vous achetez, et voilà. Lorsque le prix va monter, vous vendez. Ou bien vous venez, vous vendez, et lorsque le prix va monter, vous rachetez. C'est bon? Et comme dans l'exemple que j'ai pris, dans le monde financier aussi, il y a les manipulateurs de marché, qu'on appelle market makers. Et du coup, ces market makers-là, ils vont se servir, ils vont, comme on appelle, se servir de leur liquidité, de leur argent, parce qu'eux, ils ont beaucoup de milliards de dollars pour manipuler le marché et amener la plupart des traders à faire des pertes, mener la plupart des intervenants à faire des pertes, exactement comme dans le cas des BIG. Et donc, du coup, si vous voulez vous en sortir sur ce marché-là, il va falloir apprendre à agir, il va falloir apprendre à intervenir exactement comme les market makers. C'est bon? Exactement comme les market makers. Donc, vous comprenez facilement qu'il sera difficile pour quelqu'un qui se sert des méthodes techniques